Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médien. Merci de nous rester fidèles. En Guinée, la composition du nouveau gouvernement se poursuit. 4 nouveaux ministres ont été nommés en plus des 3 dernières nominations. La junte a fait savoir que le gouvernement sera composé de 25 ministres et de 2 secrétaires généraux. Quel ministre pour le gouvernement Béa Vogui? Quelle priorité pour le gouvernement de transition en Guinée? Les réponses en première partie d'émission. Au Tchad, les autorités du Conseil militaire de transition veulent un dialogue national inclusif. À cet effet, des négociations ont été entamées avec les groupes rebelles pour leur participation effective à ce dialogue. Allons-nous vers de larges concertations telles que voulues par le président Mahamat Idriss Déby? Quelle issue à ce dialogue national inclusif dans le pays? Les réponses en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec M. Mamadou Sy Albert. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Daouda. C'est avec plaisir que je réponds et surtout aussi de partager le plateau avec Hassan. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Mamadou Sy Albert. Tout le plaisir est pour nous également. En face de vous, Hassan Samb, directeur de publication de Réumi Quotidien. Merci également Hassan d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Mamadou. Le plaisir est partagé. Et bonjour au doyen Mamadou, également Sy Albert, dont j'apprécie également particulièrement les analyses. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur Média. Et je reste avec vous d'ailleurs, Hassan. En Guinée, quelques ministres du gouvernement de transition sont connus. Le colonel Doumbouya ainsi que son premier ministre Béa Vogui, en plus de la liste qui vient à compte-gouttes. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette stratégie au vu de tout ce qui attend les nouvelles autorités guinéennes? C'est-à-dire le fait de publier la liste à compte-gouttes. Que pensez-vous de cette stratégie? Écoutez, je pense que les militaires sont en train de montrer leur personnalité, en quelque sorte. Face à la CEDEAO, face à la communauté internationale, c'est une façon de dire nous y allons à notre rythme. C'est-à-dire qu'ils prennent tout leur temps, tout leur temps en fait. Ils prennent tout leur temps, ils ne se précipitent pas et ils n'ont même pas envie de se précipiter. C'est qu'en réalité, ils se sont inspirés de ce qui se passe au Mali. Ils savent qu'ils sont aujourd'hui scrutés et jugés par la communauté internationale, notamment la CEDEAO. Et ils n'ont aucune envie de céder à la pression. Donc, la stratégie, c'est de dire, écoutez, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Nous sommes entre Guinéens, nous sommes en train de voir ce qui est bien pour nous. Ce n'est pas à vous de nous dire ce qui est bien pour nous. Et voilà, ils pouvaient publier cette liste d'une façon globale. Hein. Mais voilà, ils vont comme ça pour dire qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train de prendre les précautions nécessaires. Mais Hassan, prendre son temps, est-ce la meilleure option, prendre son temps, au vu de tout ce qui les attend comme urgence en fait? Mais l'urgence la plus importante, c'est de partir. C'est ça. En fait, d'assurer la transition et de léguer le pouvoir à un gouvernement civil démocratiquement élu. L'installation d'un gouvernement progressif dont vous parlez tout à l'heure, justement, c'est pour montrer que peut-être les gens sont en train de vouloir rester, de durer ou de perdurer. Et c'est pas ça la transition. La transition, c'est juste organiser, préparer les trucs pour que les gens puissent organiser des élections dans les meilleurs délais, rapidement, et que tout le monde puisse participer, etc. C'est ça. Mais non, les gens sont en train de mettre un ministère tel, un ministère comme si eux, maintenant, ils sont légitimes et c'est eux qui vont travailler pour la Guinée. Vous voyez un peu le problème. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'inspirer, je pense, de ce qui s'est passé au Mali, je l'ai dit tantôt. La réalité, c'est que les militaires n'ont plus aucune confiance à la classe politique. On l'a observé au Mali, on le voit également en Guinée. Les gens ont envie de dire que sans eux, ça ne marchera pas. En réalité, c'est ça, c'est que c'est dit dans les coulisses. Y compris d'ailleurs la presse, l'intelligentsia guinéenne, la presse, tout le monde semble dire bravo Doumbouya, on en a marre des hommes politiques, c'est des corrompus. Et donc les militaires se disent bon, on prend notre temps, on va rester, on va s'amuser, on va jouer avec les institutions, avec la communauté internationale, on va faire pression, on va dicter notre calendrier. Mais en réalité, l'objectif fondamental c'est quoi? Eh bien c'est de rester, de durer et de perdurer, tout en croyant que
ce sont eux les messies, peut-être c'est trop dire, mais en tout cas les personnalités opportunes pour mener la Guinée à bon port et que les hommes politiques ne sauraient le faire. Et Mamoudou Albert, partagez-vous cet avis et ce problème aussi qui se pose en Guinée, à savoir le manque de confiance vis-à-vis que les militaires ont vis-à-vis des autorités politiques et même vis-à-vis de la communauté internationale, si je peux l'appeler ainsi, à savoir la CEDEAO comme d'autres institutions internationales? Oui, je crois qu'il y a un peu de tout ça. Les militaires, ils ont pris le pouvoir. Ils ont des objectifs. Ils ont des objectifs très clairs qu'ils ont déclinés. Maintenant, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir. L'intention, elle est là. Et ça fausse tout le débat post-coup d'État. La classe politique voulait bien soutenir les militaires pour avoir agi, avoir mis fin à ce régime. Mais en même temps, la classe politique n'est pas d'accord pour que les militaires restent. Bon, de notre côté, c'est la même chose qu'on voit au niveau des populations. Les populations soutiennent le coup d'État, mais ne veulent pas que les militaires restent. Donc vous avez deux approches d'une transition impossible. Les militaires ne veulent pas d'une transition tout de suite pour remettre le pouvoir aux civils. Les civils appuient le coup d'État, mais pour qu'il y ait une transition vers un pouvoir civil. Donc, ce qui fait que les militaires, ils ne sont pas préoccupés par l'organisation des élections, ils ne sont pas préoccupés par une restructuration du jeu politique, ben, ils ne sont pas aussi prêts à partager le pouvoir. Donc, ce qui fait qu'on est dans une période de flottement, les militaires se cherchent pour avoir le pouvoir, mais à petite dose. D'ailleurs, les instances de la transition sont connues, la charte de la transition également, mais pour ce qui est de la durée de la transition, ça demeure toujours un mystère. Voilà, ils ne donnent pas de date, ils ne sont pas pressés, mais également le fonctionnement de l'État. C'est ça que les militaires n'arrivent pas à comprendre. Une chose est de faire un coup d'État, vous mettez fin à un mandat, mais autre chose est de fonctionner l'État. L'État, ce n'est pas le gouvernement, c'est des institutions. Si les militaires ne prennent pas conscience que ils doivent organiser une transition, la Guinée risque de sombrer dans l'instabilité. Et je crois que c'est à ce niveau-là que les acteurs politiques devraient peut-être se ressaisir, parce que comme il l'a dit Hassan, bon, les militaires ne font plus confiance à la classe politique. Ils ne font plus confiance aux bailleurs de fonds. Ils ne font plus confiance à l'Union africaine. Donc, c'est des gens qui sont là dans un vide et ils prennent tout leur temps pour organiser leur pouvoir. C'est à la limite si les militaires ne sont pas en train de créer une transition pour reprendre tout le pouvoir entre leurs mains. Et ça, ce serait bon. On reste d'ailleurs sur ce point-là, prendre le pouvoir entre leurs mains. Hassan, j'en viens à vous. Des militaires jugés proches de Doumbouya ont été portés à des postes clés. Il s'agit de deux anciens généraux à la retraite, Aboubakar Sidiki Kamara et Bachir Diallo, nommés respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Qui sont ces hommes qui avaient été éloignés du pays sous le régime de Condé? Écoutez, ce sont des gens, évidemment, que le régime de Condé dérangeait ou que dérangeait Condé. Dans tous les cas, voyez-vous. La Guinée, c'est ça aussi. On juge les gens par leur appartenance ethnique, sociale. Je rappelle que Kamara était ambassadeur, était à l'ambassade de Guinée au Cuba et l'autre Diallo, lui, à l'ambassade de Guinée en Algérie. On juge les gens selon des amitiés, des affinités personnelles, des trucs comme ça. Et Alpha était un homme de clan, ça tout le monde le sait. Alpha, soit tu es dans son clan, soit tu es dehors. Tu sais, si tu n'es pas dans son clan, tu n'es pas dans ses programmes. C'est ça. Bon, il n'est pas le seul en Guinée, ce réflexe-là. Les gens l'ont développé à outrance. Donc, véritablement, aujourd'hui, que fait Doumbouya? Il essaie de prendre le contre-pied, une sorte d'anti-système, pour dire que bon, je vais faire le contraire de ce que Alpha a fait, je vais faire le contraire de ce que Dadis a fait, pas de culte de la personnalité. Mais en réalité, pour la petite histoire, quand il y a eu coup d'État en premier au Mali, j'ai dit aux gens, j'ai écrit une chronique, j'ai dit, les militaires vont rester. Tous les Maliens sont attaqués à moi. Hein. Ils n'étaient pas contents du tout.
Vous ne connaissez pas le Mali. Mais quand il y a eu un deuxième coup d'État, ils ont commencé à comprendre pourquoi je l'avais écrit. Aujourd'hui, en Guinée, c'est pareil. C'est-à-dire que le doyen Mamadou vient de le dire tout à l'heure. Les gens vont rester. Ils vont s'amuser, ils vont manœuvrer, je veux dire, de telle sorte que, de toutes les façons, ils feront semblant d'être démocrates, ils feront semblant d'être nationalistes, ils feront semblant d'être patriotes, ils feront semblant de faire un toilettage contre la corruption, tout ça, mais l'objectif final, c'est de rester. Parce qu'ils se disent que, de toutes les façons, c'est comme balayer. Si vous balayez des hommes politiques, vous replacez d'autres hommes politiques, vous serez obligé de les rebalayer encore, comme Goïta a été obligé de faire, vous voyez, avec le deuxième coup d'État. Ils se disent non, c'est pas la peine. Nous, la CEDEAO ne peut pas nous imposer ce qu'on va faire. Il y a déjà des sanctions, bon, nous on va rester en Guinée, on ne veut pas voyager. Donc on n'a pas de compte à bloquer. Donc on reste. C'est d'ailleurs la réponse qu'ils avaient servi à la CEDEAO à la suite des sanctions à leur rencontre. La Guinée là, leur suffit. Mais ils se disent quoi? Le réflexe, aujourd'hui, il y a une sorte de dynamique révolutionnaire portée par les militaires. On l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée. C'est pas vraiment... Également au Tchad. Hein? Au Tchad. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est de dire non, écoutez, on en a assez de cette France-Afrique. Hein? Vraiment de ces manipulations occidentales, les institutions, les financements extérieurs, les accords, tout ça. Non, il faut que voilà, on prenne en charge nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui allons au front. Mais il faut aussi, Hassan, penser à la stabilité de l'État et même du pays. Et d'ailleurs, au-delà des militaires, Doumbouya et Béavogui, son premier ministre, ont aussi fait appel à des civils pour les autres membres du gouvernement, des technocrates surtout. Madame, par exemple, Madame Louopou Lama, qui était précédemment directrice nationale du commerce extérieur, a été portée à l'environnement. On a également Yaya Sow aux infrastructures et au transport, Aïcha Nanette Conté au ministère de la promotion féminine. Quelle analyse faites-vous déjà de cette ouverture ou de ces nominations? Non mais attends, c'est une ouverture qui ne fait que trahir l'intention des militaires de rester. Comment ça? Si le nombre des postes ouvre le gouvernement, c'est que c'est pas fini. Ils vont rester. Ils vont continuer à travailler avec ces gens-là. Pour dire que, bon, écoutez, nous, on est au pouvoir, on ne les a pas portés au pouvoir, ils sont venus au pouvoir par la force. Mais ils ouvrent maintenant aux civils, ça veut dire qu'ils vont travailler. Ils vont travailler. Or, aujourd'hui, ils devaient travailler à quoi? Ils devaient travailler non pas pour développer la Guinée, mais travailler à la transition. Et ça, il ne faut pas mélanger les rôles. Les militaires sont arrivés. Ce n'est pas leur mission de développer la Guinée. Ce n'est pas leur mission de restructurer la Guinée. Ils sont là juste pour assurer une transition sur les institutions, travailler et organiser des élections. Pour réorganiser la classe politique, rendre crédible le processus électoral, sécuriser le pays et faire qu'un des fils de la Guinée gagne les élections d'une façon transparente et démocratique. Voilà leur mission. Et selon vous, quelle durée pour faire ce travail-là? Quelle durée pour une transition, pour faire un Bon, c'est vrai qu'il est difficile de fixer des dates, mais moi je pense qu'entre 6 mois, la CEDEAO l'a bien dit. 6 mois quand même, ce ne serait pas trop court. Cela reviendrait à organiser des élections en mars 2022. Mais qu'est-ce qu'on leur demande? Les militaires, qu'est-ce qu'on leur demande? La Guinée avait déjà toutes les institutions qu'il faut. Il faut juste mettre mais la dernière constitution faite par Condé pose problème à ça. Oui, mais bon, il y a une réforme, un référendum à suite. Mais on retourne à l'ancienne constitution. Il y avait une constitution consensuelle avant que Condé ne fasse son fameux référendum. Il y avait une constitution sur laquelle tous les Guinéens avaient travaillé. Pratiquement tous les Guinéens. Et qui était intéressant. On reprend cette constitution qui avait fait consensus. Et maintenant, on fait quoi? Tout ce qui est organe de contrôle des élections, on met des gens crédibles, des gens sérieux, des gens dont la crédibilité ne souffre. Donc vous êtes d'avis que 6 mois, c'est raisonnable comme délai pour une transition? Raisonnable. S'ils veulent partir, mais ils ne vont pas partir. C'est moi qui vous le dis. Ils ne vont pas partir. Et c'est ça, toute la stratégie tourne autour de ça. Les Maliens ne l'avaient pas compris. Par la suite, ils ont compris qu'ils sont en train d'être roulés dans la farine par les militaires. Et parce que les militaires aujourd'hui sont des stratégies. Il n'y a pas plus stratèges que les militaires. Et y compris la stratégie politique. Ils se disent, bon, de toutes les façons, les hommes politiques ils sont là pour bouffer de l'argent. Si on les remet, ce seront les mêmes travers. Et la corruption, les occidentaux, les trucs, le clanisme, l'ethnocentrisme. Donc on fait quoi? On vient, on a débarqué Alpha, on ne va pas mettre Selou ou mettre je ne sais qui, moi. Mais ça également, ni la classe politique, ni la communauté internationale ne laissera faire également. Aujourd'hui,
ce qui m'étonne en Guinée, je ne verrai jamais quelqu'un critiquer la transition. En Guinée, par exemple, moi, tout le temps, je suis de très près l'actualité en Guinée, mais les gens applaudissent tout ce que fait Doumbouya. Lui-même, il dit non, écoutez, je ne veux pas de culte de la personnalité, parce que quand même, il a dû prendre des leçons de tout ce qui s'est passé avec Dadis. Dadis, il a appris de ses erreurs, ou bien des erreurs de ses prédécesseurs. Donc, j'en viens à vous, Albert. Près de 1000 militaires ont été envoyés à la retraite par le nouvel homme fort de Conakry depuis le 1er novembre dernier. Parmi eux, une quarantaine d'officiers généraux, dont l'ancien président de la transition, Sekouba Konaté, et plusieurs autres anciens jugés proches d'Alpha Condé. Quelle analyse faites-vous de cette décision-là? Je crois qu'il consolide, Doumbouya consolide son pouvoir. C'est une purge qu'il a opérée, c'est une purge au niveau de l'armée, pour assurer d'abord sa propre sécurité à lui, mais également pour son régime qu'il est en train de mettre en place. Il ne voudrait pas avoir des gens capables de le renverser dans le court ou le moyen terme. Donc, c'est une option c'est une option personnelle de Doumbouya pour avoir la mainmise sur l'armée. Il sait que la stabilité de son régime va dépendre du contrôle de l'armée et des forces de sécurité. Donc là, son option se dessine à l'horizon. Il fait la même que le numéro 2 du CNRD a également été nommé chef d'état-major général des armées en remplacement de l'ancien. Absolument. Il va faire continuer sa purge jusqu'à avoir maintenant la mainmise sur l'état-major. Il va aussi faire des gestes par rapport aux forces de sécurité de manière générale pour essayer d'avoir un meilleur traitement, un meilleur rapport. Donc c'est quelqu'un qui est sur le long terme. Il sait que la Guinée, sa stabilité, la stabilité de son régime va dépendre donc de la maîtrise du fonctionnement de l'état-major. Mais en même temps, il fait la même chose au niveau du jeu politique. Il n'est pas pressé. Il est en train de chercher des alliés sûrs au niveau des acteurs politiques, que ce soit la justice civique ou des partis. Est-ce que ce ne serait pas aussi des acteurs de seconde main ou bien des seconds couteaux, si on peut l'appeler ainsi, puisque aucun leader de premier plan ne voudra intégrer le gouvernement si l'on sait que la charte de la transition précise que les membres de cette transition-là n'auront pas le droit de se présenter aux prochaines élections? Absolument. Ça c'est une limite de sa stratégie politique. La classe politique ne va pas rentrer dans ce piège. Et je crois que les organes sont relativement clairs, il y a une charte. Maintenant, ce que les acteurs politiques les mieux préparés, en tout cas les plus expérimentés, attendent un processus clair de la transition. Comment les organes vont fonctionner, quelle est la feuille de route, quelles sont les grandes questions de la transition. C'est là où les militaires ils sont mieux. Ils ne veulent pas s'aventurer dans cette perspective d'une transition claire qui va indiquer clairement la date limite de la gestion du pouvoir par les militaires, qui va délimiter les élections, mais qui va aussi donner une possibilité à tous les acteurs politiques de se préparer. On reste d'ailleurs avec les 1000 officiers envoyés à la retraite. Doumbouya a tenté de justifier son acte. Selon lui, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est des gens qui avaient atteint l'âge limite pour aller à la retraite. Et il a même fait savoir qu'il ne les abandonnera pas, que l'État restera à leur côté. À cet effet, est-ce qu'on pourrait s'attendre aujourd'hui à voir certains d'entre eux dans le gouvernement de transition ou même dans la composition du CNT, du Conseil national de transition, si l'on sait que la charte de la transition a clairement fait savoir que certains membres peuvent être cooptés parmi des personnes ressources. C'est juste ce qui a été dit. Certains peuvent être cooptés parmi des personnes ressources. Donc, est-ce que ces gens-là ne pourraient pas aussi intégrer demain soit le Conseil national de transition ou même le gouvernement? Quelqu'un comme Konaté, par exemple, qui a été ancien chef de la transition guinéenne. Non, il va les intégrer, il n'a pas de choix. Si vous regardez aujourd'hui, la sécurité et la défense, ce sont ces hommes. Donc, s'il met en place des organes de transition, il fera appel aux militaires en fonction de leur expertise, soit dans la gestion du territoire, ou soit dans la gestion des politiques publiques. C'est des gens quand même expérimentés, qui connaissent très bien l'administration guinéenne, qui connaissent très bien les problèmes des populations. C'est des administrateurs, en fait. Donc, il va faire appel à certains. Mais l'essentiel pour ici,
c'est que, si vous voulez, au niveau de l'armée, il va mettre la main sur l'armée, mais sur le plan politique, il va gérer le processus de la transition avec les acteurs politiques qui vont l'accepter. Donc c'est quelqu'un qui a une approche très politique, mais intelligente. Il veut que les Guinéens appuient ce processus-là. Maintenant, est-ce que les acteurs politiques vont accepter ce jeu-là? Est-ce que ce jeu-là va durer? Est-ce que certains ne vont pas? C'est là toute l'interrogation. Voilà. On reste avec la charte de la transition qui a déjà été dévoilée depuis le 5 septembre dernier. Les institutions de la transition également qui sont connues et également le gouvernement qui actuellement, dont la liste est en train d'être publiée progressivement. Mais aujourd'hui, Hassan, selon vous, quelles doivent être les priorités de ce gouvernement de transition? Ben, je vais faire sourire un peu, c'est de partir. Bon, c'est ça la priorité, c'est de partir. Partir, mais comment partir? Ils ont une mission à réussir d'abord avant de partir. Maintenant, bien sûr, la coalition, ou je ne sais pas comment l'appeler encore, cette collaboration entre militaires et les civils n'a jamais fonctionné ni au Mali ni au Soudan. Ça a peu fonctionné au Mali avec cet imam Diko. C'est vrai, on disait les militaires n'ont fait que parachever quelque chose que les gens ont commencé. C'est le même problème que connaît le Soudan avec Hamdok et le général. Vous avez vu à chaque fois comment ça a fini? Vous avez vu à chaque fois comment ça a fini? C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les militaires ont un agenda caché. On en revient encore au manque de confiance. Il y a un agenda caché. C'est pareil pour les... Quelles sont les priorités pour Doumbia? C'est d'essayer de voir les institutions électorales solides, organiser le processus électoral. Il y a assez de partis politiques en Guinée, assez de mouvements politiques. Je précise, plus de 300 partis politiques. Comme au Sénégal. Assez d'organes de contrôle. Bon, ça, on peut organiser des élections démocratiques quand même. Si tant est qu'on le veuille. Ce n'est pas la peine de s'éterniser. Mais ce gars, il met un technocrate, Béavogui, etc. Il cherche des... Et quelqu'un qui semble aussi faire l'unanimité puisqu'il a des parents chez les Peuls, comme chez les Forestiers, comme chez les Malinqués également. Sa maman serait Peul, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est dire que la Guinée a un problème de stabilité au niveau social, un problème de sécurité, un problème politique, voilà, des conflits interethniques. Il se dit, il ne faut pas lâcher le pays. Il se dira, Doumbia, que c'est l'homme attendu. Une sorte d'Ahmed Cheikh Touré. Et on risque de le voir encore longtemps à la tête de la Guinée. Comment? Je ne sais pas. Même s'il arrivait un jour à organiser des élections, ce sera pour les gagner. Mais pour ça, il faudrait aussi qu'il démissionne de l'armée, puisque pour se présenter, il va falloir qu'il troque l'uniforme contre le costume de candidat. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc tout est prêt. Vous savez, tout est prêt pour la question, tout est prioritaire en Guinée. Et la Guinée a un sérieux problème de développement économique, social. Bon, il y a les retards terribles, malgré les ressources minières, malgré les contrats miniers. Et surtout ça, les ressources minières, surtout ça. Albert, la Guinée est un pays riche de ses ressources minières, mais pauvre ou en voie de développement sur le plan économique comme social. D'ailleurs, c'est ce qu'avait commencé à développer Hassan. Aujourd'hui, quelle pourrait être la contribution du gouvernement de transition pour une meilleure répartition de ces ressources minières du pays? Bon, ça va être extrêmement difficile parce que c'est un peu mal parti quand même par le Doumbia et son équipe ont très mal géré la coopération. Très mal. Ils se sont braqués contre la France, contre l'Europe, contre les grandes puissances. Mais pour ce qui est des producteurs ou bien des entreprises minières quand même, dès le début, ils ont montré une certaine... si je peux le dire ainsi, ils ont montré une certaine ouverture dans la mesure où quand il y a eu la fermeture des frontières et le couvre-feu, au niveau des entreprises minières ou des mines, il y avait exception. Le couvre-feu ne concernait pas les mines. Donc c'était déjà une ouverture vis-à-vis des entreprises minières qui sont en Guinée. Absolument. C'est ça le paradoxe. Vous ne pouvez pas vous braquer contre la coopération internationale et vouloir protéger les entreprises nationales. C'est les deux qu'il faut combiner. Autant il faut protéger les entreprises qui sont déjà en place, réorganiser le système d'exploitation des ressources. Là, je crois que tout le monde attend. Quelle va être la perspective? Est-ce que c'est la même politique? Ou est-ce qu'il faut aller vers une diversification des partenaires de la Guinée?
Je crois que là, s'ils arrivaient... Est-ce qu'on ne tend pas plus vers la deuxième option, aller vers une diversification, puisque c'est la même chose également qu'on voit actuellement au Mali? Oui, je pense que c'est la bonne option. Il faut rationaliser l'exploitation des ressources de la Guinée. La Guinée est un pays très riche. Et là, c'est une politique de diversification. Premier producteur de bauxite au monde. Voilà. Et ça, c'est important quand même pour l'économie guinéenne. Mais encore une fois, je répète qu'il faut trouver un consensus avec les partenaires étrangers. La Guinée ne peut pas se développer. Hassan, pour ce consensus avec les partenaires étrangers, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Paul Kassibrou, s'est rendu dernièrement à Conakry pour une mission d'accompagnement et d'évaluation de la transition par l'institution. Le chef de la délégation, c'est-à-dire Kassibrou, s'est même réjoui de la conduite de la transition en Guinée. Aujourd'hui, quel rôle devrait jouer la CEDEAO pour accompagner cette transition-là? Écoutez, un rôle de conseil technique pour ce qui concerne l'organisation d'élections. Voilà, c'est important pour également arrondir les angles, essayer de tout faire pour que tous les Guinéens puissent se retrouver autour de ce projet. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les pro-Condé, qu'il y a le parti de Condé qui est encore très puissant. Et tout ça. Donc il faut... Alors que Condé est pris en otage. Condé est en otage. Le gars ne te dit même pas où est-ce qu'il est, pratiquement. Et donc, là, il y a un souci réel. Voilà, on se rappelle des pro-Gbagbo. Réconcilier le pays avec son peuple et le développement. Malheureusement, on est arrivé au terme de cette première partie d'émission. On va bientôt aborder la seconde partie où il sera question de parler de dialogue national inclusif. On se retrouve juste après pour cette deuxième partie. De retour sur ce plateau du débrief pour parler de dialogue national inclusif au Tchad. Je m'adresse à vous, Mamadou Sy Albert. Pour mieux faciliter la préparation de ce dialogue-là, un comité technique spécial présidé par l'ancien président tchadien Gounouki Wedeye a été mis en place. Que peut-on attendre de ce comité-là? Les Tchadiens attendent beaucoup de ce comité parce que au moins, il y a un consensus sur la nécessité d'un dialogue entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les rebelles. Là, je crois que c'est un consensus. Est-ce que maintenant ce comité va avoir la légitimité? Parce qu'il faut vraiment se dire qu'au Tchad, le problème de la légitimité a un cachet assez particulier. En ce sens que le président actuel, le fils de Déby, n'est pas légitime pour l'opposition et pour les rebelles. Mais je pense que le comité a réussi cela quand même, puisque c'est accepté par les différentes parties prenantes au dialogue. Le comité est reconnu par les différentes parties prenantes au dialogue. Non, mais je veux dire que une chose est d'avoir un comité légitime, un comité qui fait consensus, mais le premier problème que ce comité doit gérer, c'est la présence envahissante du président. Hein, le président, c'est lui le maître du jeu. C'est lui qui a toutes les cartes. Là où il veut aller, il va y aller. Donc, il faut que ce comité qui est chargé d'organiser le dialogue, qu'il soit indépendant, mais en même temps qu'il soit intelligent pour pouvoir discuter avec Déby fils et le rassurer. C'est important de rassurer pour essayer en tout cas de créer un climat de confiance. Et rassurer également les rebelles. Voilà. Maintenant, le deuxième problème, c'est les rebelles. Les rebelles demandent quand même des efforts au pouvoir. Qu'il y a des revendications, la libération des otages, la libération des détenus politiques. Si, on va venir tout à l'heure à ces conditions-là posées par les groupes rebelles. Si tu veux, en résumé, c'est que le comité doit rassurer tout le monde. Il faut rassurer les gens, mais aussi essayer d'anticiper. Il y a du côté des militaires, il faut les rassurer, les rebelles, il faut les rassurer, mais également la classe politique. Surtout parce les opposants exilés, les opposants voilà, exilés. Il ne faut pas oublier que quand même, il y a des acteurs politiques qui sont encore présents. Il faut arriver à les rassurer, à les faire participer au processus. S'ils arrivent à maintenir ce talent, je pense qu'ils peuvent, en tout cas sur le plan compétences et techniques,
Je crois que ce comité-là a des personnalités assez qualifiées pour conduire un processus pareil. On reste avec ce comité dirigé par un ancien président tchadien. Donc les membres d'ailleurs même du comité ont entamé des discussions avec les groupes politico-militaires. Il y a eu 2 rencontres à Paris et à Doha également, avec des groupes rebelles comme avec des politiques de l'opposition. Pour l'heure, rien n'est encore acté, même si les échanges ont été encourageants. Aujourd'hui, que vous inspirent ces rencontres avec les représentants des rebelles comme les politiques de l'opposition exilés? C'est une très bonne chose. Je trouve que le fils Déby Fils, il est très malin, très intelligent tout ça. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de faire ce que son père n'a jamais fait. Essayer de réunir tous les Tchadiens, y compris les rebelles. N'est-ce pas? C'est les neveux même de Déby là, les Hermidi là. D'ailleurs, on reviendra plus amplement sur cet aspect-là. Réunir tout le monde, les FAC et tout le monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va réunir tout le monde, parce qu'il y a les conditionnalités, ça aussi on va y revenir. Et il va organiser des élections et il va les battre. Et il va rester. C'est plus malin encore. C'est plus malin. Au moins, il va assurer la stabilité du pays. Ne serait-ce que ça. Maintenant, le développement, ça c'est autre chose. Ça prendra beaucoup de temps, évidemment. Mais au moins, au Tchad, on a besoin de stabilité. On a besoin de retour de tous les fils tchadiens. Si on y arrive, s'il n'y a pas vraiment de groupe dissident... c'est d'ailleurs cet argument de la stabilité qui a conduit au maintien même de Déby Fils au pouvoir. Très bien, parce que... Voilà, très bien. Et validé par la communauté internationale, je précise. C'est le fils de Déby, fils adoptif ou pas, je n'en sais rien. Donc, Zagawa, sa mère serait Ngourane, etc. C'est quelqu'un qui est peut-être la bonne personne pour assurer une sorte de cohésion sociale. Parce que c'est de cela dont le Tchad a besoin, une cohésion sociale, avant d'avoir une cohésion, une stabilité au niveau politique et institutionnel. Parce que le problème, c'est ça, les frustrations, tout ça. Après, maintenant, donc comme ils sont en train de dialoguer, c'est très bien. Si tout le monde accepte de dialoguer, l'autre Mohamed, des FAC, s'il participe, si les neveux, les FR, les gens participent, si on arrive un jour à organiser ce dialogue-là, et qu'après on met en place des institutions pour des élections libres et transparentes, que le fils de Déby évidemment va gagner. Vous en êtes tellement certain. Je suis sûr. Mamoudou Albert, vous avez tout à l'heure commencé à aborder les revendications ou bien les conditions posées par les différents groupes. Donc on en vient à l'issue des rencontres qu'il y a eu entre le comité et ces groupes-là. Ils se sont dit disposés à participer au dialogue national, mais sous certaines conditions. Par exemple, Timani Erdimi, le chef de l'Union des forces de la résistance, vous l'avez cité tout à l'heure, une alliance de plusieurs groupes rebelles, demande la libération des prisonniers de guerre, l'amnistie générale à tous les politico-militaires et la restitution des biens des rebelles saisis par le gouvernement. Ces requêtes vous semblent-elles réalisables comme condition préalable au dialogue, surtout au moment actuel? Non, à mon avis, il n'y a pas de conditions préalables. Ils sont dans une phase critique. Le Tchad est dans l'instabilité. Le pouvoir, il ne peut plus continuer d'ignorer les rebelles. Le pouvoir ne peut plus continuer à nier les problèmes de la démocratie, de la transition. Donc, chacune des parties, que ce soit le pouvoir ou l'opposition ou les rebelles, mais sont condamnés à trouver des consensus. Et je crois qu'à ce niveau-là, les rebelles sont au moins quand même de plus en plus intelligents. Ils demandent le retour. Ils demandent des questions, des revendications qui sont faciles à exécuter. Donc vous pensez que les revendications sont faciles à exécuter, la libération des détenus, l'amnistie et autres? Pour moi, honnêtement, le Déby Fils n'a aucun intérêt à ne pas satisfaire cette demande-là. Il peut le faire. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il va le faire que c'est fini la rébellion. Il faut que le pouvoir se rende compte que le Tchad est instable depuis 30 ans. Déby, c'est 30 ans de pouvoir. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler en 1 an ou en 2 ans ou en des discussions. Il faut que les Tchadiens se retrouvent, comme ils l'ont dit. Le dialogue inclusif, c'est vraiment refaire l'état du Tchad. L'état politique, l'état économique. S'ils arrivent à... D'ailleurs, les Tchadiens, quand même, ils ont de l'expérience sur le plan politique.
Mais il y a un hic également, Albert, c'est que ces revendications ne viennent pas seulement d'un seul groupe, mais de plusieurs groupes. Les revendications dont je vous ai parlé tout à l'heure concernent l'UFR. Le FACT également, à côté, a d'autres revendications. Ils parlent de l'instauration d'un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire national, de la libération de tous les prisonniers de guerre, politiques et d'opinion, l'ouverture d'une enquête conjointe pour situer les responsabilités dans la disparition des prisonniers de guerre et la traduction des coupables en justice, ainsi que l'arrêt définitif des répressions de toutes les manifestations pacifiques. Donc, est-ce que cela aussi, que pensez-vous de ces revendications des FACT? Est-ce que cela aussi n'est pas un autre problème, puisque les revendications diffèrent d'un groupe à l'autre? Voilà, c'est le front. C'est vraiment l'adversaire du pouvoir. C'est une rébellion, c'est vrai, les militaires, mais ils sont très politiques. Ils ont commencé la lutte contre le Déby. Ils ont des revendications politiques. C'est la gouvernance de Déby qui a été remise en cause par ce front-là. Donc ce front-là, ce n'est pas une simple rébellion classique. C'est une question de remise en cause du modèle de gouvernance. Et donc, le président Déby fils, il faut qu'il s'asseye avec ces rebelles, avec l'opposition, avec la société civile, pour revoir quel est le modèle. Quel est le modèle. Maintenant, est-ce qu'on est dans la même situation que la Guinée? Déby fils ne veut pas quitter le pouvoir. Et ce front-là, son objectif principal, c'est de le faire quitter. Et donc là, peut-être que la chance que Déby fils a, s'il arrivait à organiser une élection présidentielle avec l'accord de ce front-là. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette transition-là. Je pense que s'il arrive à ça, le Tchad peut être encore beaucoup plus stable. Mais s'il n'y arrive pas, ils sont dans un cercle vicieux. Hassan, du côté des autorités politiques de l'opposition, exilées pour la plupart, je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil national par exemple de la résistance pour la démocratie, le Front de la nation pour la démocratie et la justice au Tchad, ainsi que l'Union des forces pour la démocratie et le développement, chacune de ces formations pose aussi ses conditions au président Mohamed Idriss Déby. Mais est-ce que toutes ces requêtes multiples et disparates ne risquent pas de constituer un blocage à ce dialogue national inclusif? Non, non, non. Dans toute négociation, chacun vient avec ses conditions. C'est d'ailleurs ça, les négociations. Les gens posent des conditions. C'est-à-dire qu'ils font le maximum de conditions pour avoir peut-être la moitié ou le tiers après. Les rebelles, c'est quoi? Ils parlent de restitution, bien libérer les prisonniers, on comprend. Et surtout les lois d'amnistie. il faut pardonner. Et les enquêtes aussi par rapport à certaines disparitions. Voilà, certaines disparitions. Les politiques, qu'est-ce qu'ils veulent? Des garanties. Des garanties qui en processus. À commencer par déposer les armes pour les rebelles. Mais c'est ce que je voulais en venir. C'est-à-dire, en échange, qu'est-ce que le gouvernement va demander aux rebelles? Qu'il y ait un processus DDR. Il faut qu'il y ait un désarmement. Sinon, il n'y a pas de sens. Si aujourd'hui vous libérez les rebelles alors qu'ils sont encore armés. Désarmement, démobilisation et réintégration. Mais si vous libérez les rebelles, vous leur donnez leurs biens, vous votez une loi d'amnistie alors qu'ils sont armés. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous attaquer. Donc les gens, en échange, il faudrait bien qu'il y ait un processus de désarmement, d'intégration de certaines forces dans l'armée régulière, hein, qu'il y ait un encadrement de tout ce processus et que petit à petit, maintenant, on va aller vers la restitution du bien, la libération des gens. C'est comme ça, à compte-goutte. Donc il faut y aller avec méthode. Hein. Je pense que les Mahamat, tout ça, Mahamat est bien entouré. Mais l'objectif, je l'ai dit, ce n'est pas Mohamed en tant que personne qui veut rester seulement. Il y a le clan Déby. Et c'est ce clan Déby-là que cherche combat ou que cherche à combattre également le FACT depuis des années. Très bien, c'est tout ce clan Déby qui veut rester. Et les gens ne veulent pas partir. Donc, Mohamed incarnant évidemment la personnalité qui incarne le pouvoir et donc la continuité du pouvoir de Déby, ce qui va se passer, c'est que les gens vont tout faire pour maintenir les jeunes. Pour continuer le pouvoir de Déby, faire comme si Déby était là. Maintenant, avec un changement de fusil d'épaule, au lieu de faire la guerre, on discute. C'est mieux. Si on peut trouver des consensus, c'est bien. Je pense qu'ils vont tomber sur certains consensus, mais bon, il ne faut pas tomber d'accord sur tout. Mais le problème du Tchad, c'est qu'à chaque fois, un groupe rebelle peut naître
comme ça et véritablement attaquer le régime. Et c'est ça peut-être le problème. Mamadou Sy Albert, il y a tout à l'heure Hassan qui avait commencé à aborder la question. Le problème entre les autorités tchadiennes incarnées par la famille Déby et les rebelles est beaucoup plus profond que de simples revendications politiques ou militaires. Il y a entre autres des problèmes ethniques et même de famille, dans la mesure où beaucoup de membres du FACT sont des parents aussi à la famille Déby. Aujourd'hui, ne faudrait-il pas d'abord résoudre ce problème avant d'aller à un dialogue national? C'est-à-dire ce problème interne de famille ou ce problème ethnique entre Ngoran et autres? En tout cas, ça pèse sur le jeu politique. Le système, il est déstabilisé par ces conflits familiaux. Et quand ces conflits familiaux quand même arrivent à un certain degré au sommet de l'État, il faut beaucoup de maturité. Il faut beaucoup de maturité. Je ne sais pas, est-ce que la famille Déby est vraiment préparée au jeu démocratique franc? Là c'est une grosse interrogation que je me pose. Maintenant aussi, je crois que l'opposition tchadienne, il faudrait également qu'elle joue son rôle. C'est à elle d'arriver à aider le Tchad à dépasser ce problème de familial. Bon, mais c'est en critiquant le processus qui est mis en place. C'est un militaire qui a pris le pouvoir à la place de son fils. Démocratiquement, on ne peut pas l'accepter. Il faut montrer à Déby fils qu'il n'a pas de légitimité. Mais il est là aussi pour une transition, juste pour un temps bien défini. Voilà, mais pourvu qu'il accepte. Et une transition renouvelable, c'est que beaucoup ne précisent pas. La transition au Tchad, elle est renouvelable. Non, je veux dire qu'en tout cas, il faut un débat sincère, parce que c'est une manière aussi de protéger la famille de Déby. Comme il l'a dit, le Tchad est instable. C'est un pays qui connaît la rébellion depuis des années et des années. Tous les pouvoirs sont arrivés au sommet par le coup d'État. Albert, cette instabilité a également joué en faveur des militaires et de Déby fils. C'est ce qui a d'ailleurs contribué à faire valider son statut de chef de la transition par la communauté internationale. Absolument. Ça dit que c'est les deux mouvements. C'est-à-dire la famille, si vous ne l'écartez pas du pouvoir, vous aurez le même problème. Mais les militaires, si vous ne les écartez pas du pouvoir, vous aurez toujours le même problème. Donc le Tchad doit régler la question. Les militaires, quelle place ils doivent occuper dans la gouvernance? La famille, que ce soit la famille Déby ou les autres familles, quelle place ils doivent occuper? Si tu veux, c'est une question très difficile, parce que si vous regardez aujourd'hui les grands problèmes de l'Afrique, c'est les mêmes problèmes auxquels le Tchad est confronté. Un coup d'État militaire t'amène au pouvoir, tu fais une transition, tu préserves le pouvoir. Ou bien, c'est une famille qui prend en otage tout un pays par un parti politique. Mais ça, il n'y a que le débat démocratique qui peut aider les uns et les autres à trouver le consensus. Parce que le Tchad ne peut pas se construire avec les militaires ou avec une famille. Mais ça demande un débat. Comment un pays comme le Tchad peut réussir ce consensus-là dont parle Albert? C'est-à-dire que les militaires restent à leur place, à savoir dans les casernes et dans leur rôle, et que la famille aussi reste à sa place et ne s'immisce pas dans les affaires publiques. Comment aujourd'hui arriver à cela dans un pays comme le Tchad? Demain la veille. Parce que le Tchad, nous analysions d'ailleurs le contexte tchadien, mon ami Karim Diaté et moi, bien avant la mort de Déby. Et on se disait, on était tombé dans une conclusion, on s'était dit, pour diriger le Tchad, il faut certainement être un militaire. Déby n'a pas, comme fils aîné, Mamat, hein? Il a d'autres enfants, mais ce n'est pas des militaires, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu diriger. C'est un contexte particulier actuellement. Il faut un militaire. Le Tchad est comme ça, militarisé. Et je pense que le doyen Maud vient de le dire. C'est un pays où, véritablement, l'armée est partout. Le concept d'État-nation est très vivace au Tchad. Les gens aiment l'armée. Et l'armée aime les gens. L'armée est omniprésente partout dans les sphères. Très compliqué de se débarrasser de tous ces gens-là. D'ailleurs, la preuve, Déby est aujourd'hui soutenu par des généraux. Ah oui, par des généraux. Ce sont ces généraux-là qui l'ont mis au pouvoir. Ouais, des généraux puissants. C'est pas des blagues. Donc ça, pour entrer, la preuve, le président de l'Assemblée nationale qui légitimement devait s'installer sur avait renoncé au poste. Et disait qu'il était malade, quoi. Il a raison vraiment de tomber malade, quoi. Donc, vous voyez. Donc, parce que c'est le contexte, en fait. Il risque de se faire tuer.
s'il s'entêtait un peu, il risquait de se faire tuer. Donc, c'est pas la peine. Alors, l'autre aspect, vous parlez de famille. Maintenant, bon, là aussi, c'est dans tous ces pays-là. C'est comme en Mauritanie, dans beaucoup de ces pays du Sahel, nous avons ce problème. Au Togo. Oui, le problème, c'est les familles. C'est des clans, en fait. Au Gabon. Voilà, au Gabon. C'est des clans qui s'installent. Et quand un clan s'installe, le clan ne veut pas perdre ses privilèges. C'est-à-dire que l'homme qui est devant, le leader qui est devant, il est pris en otage par le clan d'abord, avant d'être pris en otage par un autre. Aujourd'hui, le fils d'Ebi, Mohamed, il est pris en otage par tout un réseau, un système qui est là, de dévolution. Vous voyez, même la dame Indi, l'épouse de Déby, elle est là. On ne sait même pas quelle rôle joue. Voilà. Donc, vous voyez, tous ces gens-là sont là et souhaiteraient que le système continue. Bien entendu, à côté, il y a des Tchadiens qui sont très pauvres, qui ont des difficultés d'instruction de leurs enfants, de travailler. Et ces gens sont très mécontents, surtout la diaspora tchadienne. Et là, c'est pour ça que j'ai dit que tôt ou tard, on aura peut-être une autre rébellion. Une diaspora très engagée. Très engagée, très critique contre le régime. En interne, il y a des ethnies qui pensent que les privilèges, c'est seulement pour les Agawa. Et vous voulez que ça continue? Et ce sera compliqué. Aujourd'hui, il faudra des réformes structurelles au niveau économique, aller vers vraiment des infrastructures, créer de l'emploi, un bon système d'instruction. Je pense qu'il faut ces réformes de fond. Hein? Donc là aussi, il faut travailler avec tous les Tchadiens autour de ces questions-là, peut-être pour essayer un peu d'adoucir un peu les contestations. Albert, à côté de ces réformes-là, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les conditions préalables à remplir par les autorités tchadiennes pour un dialogue franc et inclusif comme ils le veulent? Moi, je crois que le premier préalable, bon, il est difficile, c'est que le contexte du continent africain est trop compliqué. Hein. C'est qu'on n'a pas réussi la transition. Vraiment, aucun pays africain n'a réussi. Laquelle transition? Les indépendances ou quelle transition? Non, toutes les transitions, parce qu'on attendait beaucoup des militaires en Afrique. Les grands coups d'État classiques se sont déroulés en territoire... mais certains ont réussi ou bien ont abouti à des dévolutions démocratiques du pouvoir. On a connu le cas du Ghana, par exemple. Oui, c'est une exception. Cap-Vert. Je veux dire que le problème du Tchad, comme tous les autres pays africains, c'est que les militaires, ils sont là, c'est eux à la limite qui stabilisent les pays. C'est paradoxal. Alors que le militaire, ce n'est pas ça sa mission, ce n'est pas sa fonction. Bon, mais en même temps que les gens sont contre les coups d'État, mais les militaires n'arrivent pas à accepter le principe de base. C'est-à-dire que l'armée ne doit pas prendre le pouvoir. Même dans les cas exceptionnels, si elle prend le pouvoir, c'est pour donner le pouvoir aux civils. Ça ne marche pas. C'était ça le préalable. Par exemple, je prends la responsabilité en tant qu'état-major, que la situation du pays est catastrophique, je prends le pouvoir, j'organise des élections. Oui, c'est ça qu'on attendait comme préalable. La prochaine semaine. Bon, deuxième principe, c'est, bon, les militaires, ils sont quand même assez formés. Ils savent comment fonctionne un pays démocratique. Bien sûr. Donc, c'est à eux de lancer des processus de réforme. Pour sortir, par exemple, on a dit le cas du Tchad, les militaires qu'ils quittent le pouvoir, que la famille ne prenne plus l'État en otage. Ces deux principes-là. Mais c'est la base de la démocratie. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on attend vraiment les militaires tchadiens qu'ils rompent avec ce modèle-là. Sinon, c'est sûr qu'on va vers l'instabilité. Comme il l'a dit, ça se répète. Tous les 10 ans, 20 ans, c'est la rébellion. Un mythe de Sisyphe, un éternel recommencement en quelque sorte. On est tous dans ce complexe-là. Maintenant, c'est à ce niveau-là, peut-être que pour moi, aujourd'hui, en tout cas, l'Union africaine devrait travailler sur la prévention des conflits. Honnêtement, il y a tellement de conflits prévisibles que si on avait anticipé, peut-être que ça n'allait pas prendre cette tournure-là. Les alertes... sur, par exemple, Déby. Il y a des signes qui annonçaient que c'est explosif. En Guinée, après la troisième candidature de Condé. Tout le monde savait ça.
Mais l'Organisation de l'Unité africaine doit apprendre à prévenir des conflits, à anticiper. On va revenir sur ces anticipations-là. J'en viens à vous, Hassan. Peu après la mort du président Idriss Déby Itno en avril dernier, la diplomatie togolaise a entamé au Tchad une discrète médiation entre le pouvoir et plusieurs groupes rebelles. Donc bien avant ces rencontres à Paris et à Doha, il y a eu d'autres rencontres également entre le FACT et également des émissaires de Déby Fils. Et ce qui a abouti aux multiples rencontres entre les différentes parties prenantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette médiation du président togolais Faure Gnassingbé entre Mahamat Idriss Déby et les rebelles? Mais c'est une très bonne chose. Je pense que c'est bien que les chefs d'État de la sous-région, de l'Afrique, interviennent, s'impliquent dans les médiations. C'est extrêmement utile, à mon avis. C'est d'ailleurs ça la tradition africaine. Quand la case du voisin brûle, là, il faut aller à son secours. Et je pense que ce qu'a fait le président togolais, c'est une très bonne chose. Il faut aller dans ce sens-là. Il faut aller dans ce sens. Maintenant, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a des médiations ou des négociations, dans tous les cas, il y a des conditions et il y a des compromis. Et donc, on discute pour arriver à des compromis, c'est-à-dire à des concessions réciproques. C'est ça. Donc, véritablement, je pense que quelque chose peut être trouvé. Parce que les FACT ont tout intérêt à qu'il en soit ainsi. Maintenant, il y a un facteur qui est extrêmement important aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Les voisins africains sont importants, mais c'est surtout également certains pays comme le Qatar, la France, ces pays-là, aujourd'hui on parle même de la Russie, des États-Unis, même de l'Égypte. Mais ces pays aussi ont un rôle à jouer, je pense, parce que parfois ils parrainent des mouvements, parfois ils parrainent des groupes rebelles qui sont parrainés à partir du Soudan, à partir du Qatar, pour parler de l'EFR. Donc véritablement, je pense qu'il faut aussi discuter avec tous ces pays, avec le Qatar, savoir discuter avec le Soudan, avec des pays limitrophes, pour que quand même ils cessent de parrainer des mouvements d'instabilité. Une implication donc multipartite et extérieure également. Mamadou Sy Albert, le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, veut la tenue d'un dialogue national inclusif ouvert aux partis d'opposition comme aux groupes rebelles afin de rassembler tous les Tchadiens pour former un pays apaisé. Ce sont ses mots. Réussira-t-il là où son père a échoué, feu Idriss Déby Itno, comme l'a dit tout à l'heure Hassan Samb? Non, c'est possible quand même. Il a de l'expérience. Je crois que la mort de son père devrait être un élément quand même pour montrer que la lutte militaire, c'est pas la solution. Est-ce qu'il va prendre suffisamment en compte cette perte humaine de son père et le cycle de l'instabilité? À mon avis, il a toutes les cartes aujourd'hui. Il a toutes les cartes. À partir du moment où il crée un sentiment de confiance entre les Tchadiens, c'est déjà quelque chose. Son père n'a pas réussi ça. Donc ça veut dire que les Tchadiens attendent quelque chose de lui. Politiquement, je crois qu'il est mûr, il est bien encadré. Bon, l'Union africaine, la coopération internationale de manière générale est très attentive à ce qui se passe. Donc, il a un environnement en tout cas favorable pour réussir son projet. Albert, il a un environnement favorable pour réussir son projet et ce qu'on attend de lui, c'est certes ce dialogue national inclusif, mais également l'organisation d'une élection présidentielle démocratique afin de passer le pouvoir à des civils. C'est tout pour ce numéro du débrief. Je rappelle que nous étions avec M. Mamadou Sy Albert, analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci. En face de vous, Hassan Samb, journaliste, directeur de publication de Réumi Quotidien. Merci également, Hassan, d'avoir été avec nous. Merci Daouda, merci à vous, merci à tous, merci à Albert. Merci à vous également de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur nos antennes.